Et si demain, pour faire passer un cargo de pétrole, il ne suffisait plus d'avoir de l'argent, mais qu'il fallait payer en bitcoin? Ça peut paraître irréaliste, et pourtant c'est exactement le type de scénario qui commence à émerger aujourd'hui autour du détroit d'Ormuz. Un point de passage stratégique par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Dans un contexte de sanctions extrêmes et de sanctions économiques quasi permanentes, l'Iran explore, ou selon certaines sources même, mettrait déjà en pratique aujourd'hui des mécanismes de paiement alternatifs, incluant donc le Bitcoin. Alors soyons clairs, ce n'est pas encore un système généralisé et certaines informations restent encore à confirmer. Mais pendant que l'État iranien cherche à contourner les contraintes internationales, ce qui est très intéressant, c'est de voir que de l'autre côté, le peuple iranien fait face à une réalité bien différente. La monnaie, le rial iranien, qui se dévalue brutalement, avec des pertes de valeur qui peuvent approcher les 50% en moins d'un an. Des contrôles de change qui se renforcent, des restrictions sur les capitaux, des transactions de plus en plus surveillées. Et face à cela, de plus en plus d'Iraniens se tournent vers Bitcoin. Pas pour spéculer, pas pour jouer aux traders, mais au contraire pour protéger leur épargne, pour stocker de la valeur, pour continuer à échanger librement. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce que cela révèle sur le monde dans lequel on est en train d'entrer? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit sur une question centrale, celle de la souveraineté monétaire et financière? Quand j'ai publié mon livre Bitcoin est-il obligatoire en islam, un docteur en finance islamique l'a critiqué. Selon lui, pousser le monde musulman vers Bitcoin serait dangereux, parce que cela risquerait de priver les pays musulmans de leur souveraineté monétaire, et de renforcer encore davantage la domination d'États puissants ou d'institutions comme le FMI. Mais aujourd'hui, avec des exemples concrets comme celui de l'Iran, je vais essayer de montrer exactement l'inverse, que Bitcoin ce n'est pas un outil de dépendance, mais au contraire un outil de souveraineté monétaire et financière. Et même, on va le dire dans certains cas, un outil de survie monétaire et financière. Avant d'aller plus loin, si vous aussi vous souhaitez approfondir cette réflexion et peut-être même apporter votre critique également, vous pouvez tout à fait lire mon livre Bitcoin est-il obligatoire en islam? Le lien est dans la description. Le livre est entièrement gratuit, il fait à peine une soixantaine de pages et donc il se lit très rapidement. Donc allez-y, n'hésitez pas à le lire et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie d'avance et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas juste une route maritime, c'est un levier de pouvoir. Quand un pays contrôle un point de passage stratégique, il ne contrôle pas seulement un territoire, il influence directement l'économie mondiale. Un baril de pétrole sur 5 passe par le détroit d'Ormuz. Donc imaginons, on peut ralentir le flux, on peut le taxer, on peut conditionner son accès. Et si on est capable de faire ça, alors on devient un acteur incontournable. Et c'est exactement ce que cherche à faire l'Iran. Reprendre du contrôle, exister malgré les contraintes, les sanctions financières, les sanctions internationales, et finir par imposer ses propres règles. Ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est pas le péage. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la manière de le faire payer. Pourquoi est-ce que cette situation est importante? Parce que l'Iran est sous sanction depuis des années, avec un accès limité au système bancaire international, une exclusion du réseau SWIFT, le système de paiement international entre les différents pays du monde. Les transactions qui sont donc très compliquées, les avoirs à l'étranger qui sont bloqués, qui sont gelés. Et ça révèle quelque chose de fondamental. La monnaie, aujourd'hui, est devenue une arme. Et quand tu dépends d'un système contrôlé par d'autres, en particulier par tes ennemis, alors tu n'es pas souverain, tu es dépendant. Et dans ce contexte, Bitcoin devient une option très claire. Parce qu'avec Bitcoin, pas besoin d'autorisation, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de blocage arbitraire possible. Quand le système t'exclut, quand toutes les portes se ferment, Bitcoin reste, lui, accessible à tout le monde et à n'importe qui. Mais maintenant, j'aimerais qu'on change complètement de perspective. On oublie l'État iranien, on oublie l'Iran à l'échelle de son État, et on regarde plutôt l'Iran à l'échelle des individus, de la population. En Iran, la population fait face à une autre réalité. La réalité pour les Iraniens, c'est une monnaie qui perd de sa valeur continuellement et de manière de plus en plus rapide. C'est une inflation massive, c'est des restrictions bancaires, c'est un contrôle croissant sur l'activité économique des individus. En moins d'un an, dites-vous bien que le rial iranien a perdu presque la moitié de sa valeur. Début 2025, il fallait 800 000 rials iraniens pour faire 1 dollar. Et début 2026, c'était 1,5 million de rials pour faire 1 dollar. Dans ce contexte, les gens ne cherchent pas à s'enrichir. Ils cherchent à préserver, à sauver, à sauvegarder, à survivre monétairement, financièrement. Ces dernières semaines, on observe un phénomène très fort.
des retraits massifs de Bitcoin des plateformes centralisées iraniennes, ou en tout cas présentes en Iran. C'est jusqu'à plus 900% de retrait des plateformes qu'en temps normal. C'est presque un bank run à ce stade-là. En gros, les gens vont sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies avec leur rial iranien, ils achètent du Bitcoin directement dessus, et ensuite ils sortent immédiatement les Bitcoins qu'ils ont achetés. Ils sortent tout de suite leurs fonds. Pourquoi? Parce que les gens ont compris une chose essentielle. Si tu ne contrôles pas ton argent, eh ben, c'est pas vraiment le tien. Comme on dit, not your keys, not your coin. Si vous ne possédez pas les clés privées de votre Bitcoin réellement, alors ce ne sont pas vraiment vos Bitcoins. Alors eux, ce que font les Iraniens, c'est qu'ils retirent leurs Bitcoins. Ils les sécurisent eux-mêmes. Ils en reprennent le contrôle. Et de cette manière, ils protègent leur épargne. Ils peuvent continuer à envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent depuis l'étranger. Ils contournent toutes les restrictions qui leur sont imposées. Ils prennent la fuite face à cette monnaie qui devient rien d'autre que des bouts de papier et qui perd toute valeur. Dans un système qui ne fonctionne plus, Bitcoin devient donc un outil d'autonomie et même, je dirais, dans le cas iranien, un outil de survie. Et là, on arrive au point central. Le même outil est en train de servir deux formes de résistance. Un État qui résiste face à une pression extérieure et un peuple qui résiste face à une pression intérieure de son propre gouvernement. C'est extrêmement rare. Historiquement, la monnaie a toujours été un outil de contrôle. Mais ici, on a un système qui ne choisit pas son camp. Bitcoin ne soutient ni un gouvernement, ni une opposition, ni une cause ou une idéologie particulière. Bitcoin, il fonctionne pour tous, pour tout le monde. Et ça crée une situation presque paradoxale. Un régime peut utiliser Bitcoin contre d'autres États ennemis, pendant que ses propres citoyens, lui, l'utilisent contre lui-même. Alors pose-toi une question simple. Un outil qui peut servir à la fois au pouvoir et à ceux qui subissent ce pouvoir. Est-ce que c'est un outil d'oppression ou alors est-ce que c'est un outil de neutralité? Bitcoin ne garantit rien, Bitcoin ne garantit pas la justice, mais il change une chose fondamentale. Il redistribue l'accès au pouvoir monétaire. Et ça, c'est une rupture historique. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est peut-être qu'un début. À mon avis, c'est un signal. Le monde est en train de changer. Et dans ce monde, la monnaie devient une arme. La souveraineté monétaire et financière devient une nécessité. Et les alternatives deviennent donc vitales. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que Bitcoin va remplacer le système, mais plutôt que fait-on quand on n'a plus accès au système? Et ce que l'on voit, c'est que de l'échelle de l'État à l'échelle du simple individu, on voit émerger une même réponse, une même solution, une même direction. Non pas par idéologie, non pas par conviction, mais par nécessité. Parce que dans la pratique, dans les faits, de plus en plus d'acteurs comprennent une chose simple. Bitcoin, aujourd'hui, est l'un des seuls réseaux, si ce n'est le seul réseau, qui permet de préserver une forme de souveraineté monétaire sans dépendre d'aucun autre intermédiaire. Et ce qui se passe en Iran pourrait avoir des conséquences bien plus larges. La perception de Bitcoin par les États est en train d'évoluer, mais vraiment d'évoluer très fortement. Aujourd'hui, dans le monde, de nombreux pays possèdent des ressources considérables. Du pétrole, du gaz, des minerais, des productions agricoles, peu importe. Mais ils ne sont pas pleinement souverains sur la manière de les exploiter, ni surtout sur la manière d'en tirer profit. Pourquoi ça? Parce qu'ils dépendent de systèmes de paiement internationaux, de devises étrangères, de structures financières qu'ils ne contrôlent pas. Et donc, même riches en ressources, ils restent dépendants. Ce que montre le cas iranien, c'est qu'une alternative commence à apparaître. Et il est probable que de nombreux pays observent cela avec attention. Pas forcément pour adopter immédiatement, mais pour comprendre. Est-ce qu'il existe un moyen d'échanger de la valeur en dehors du système dominé par le dollar ou par l'euro? Et la réponse est oui. Alors les implications deviennent tout de suite énormes, parce que ça voudrait dire qu'un pays pourrait, au moins en partie, vendre ses ressources, recevoir des paiements, échanger avec d'autres acteurs de l'économie mondiale sans passer par les circuits traditionnels contrôlés par quelques acteurs. Et donc, ainsi, réduire sa dépendance. Et donc, quelque part, cela répond à la critique de départ, voulant que Bitcoin risquerait d'affaiblir encore davantage les pays musulmans, en les enfermant dans une espèce de dépendance accrue au système dominé par l'Occident et in fine par le dollar américain. Mais ce que l'on observe aujourd'hui, avec un cas concret comme celui de l'Iran, c'est que la réalité nous démontre complètement l'inverse. Les faits nous montrent complètement l'inverse. Bitcoin est devenu très clairement aujourd'hui un outil d'émancipation, à la fois pour les États et aussi pour les populations. Et c'est justement cette question que je veux continuer à explorer. Parce que au-delà des débats théoriques, ce qui compte, ce sont les usages réels pour le Bitcoin. Et c'est pour ça que je travaille actuellement sur un rapport complet qui vise à détailler tous les effets bénéfiques
qu'aurait l'adoption du BTC pour un pays musulman. Ce rapport sera centré sur un pays musulman bien précis, que beaucoup d'entre vous connaissent, et même, à mon avis, beaucoup d'entre vous en sont peut-être originaires. Et l'objectif sera, à travers ce rapport, d'analyser concrètement quels seraient les effets réels de l'adoption de Bitcoin à l'échelle d'un État, d'un pays musulman. C'est un travail qui sera pensé comme une base de réflexion, et une base de réflexion y compris pour les décideurs institutionnels au sein de pays musulmans qui ont des rôles de décision dans les pays musulmans pour les aider justement à découvrir ce sujet. Parce que tous ces sujets-là sont des sujets complexes et qui ils méritent beaucoup mieux que des positions simplistes du style ah non, Bitcoin c'est haram, on n'y touche pas, on attend, on patiente, on fait rien. Et au final, aboutissant à l'interdiction stricte de Bitcoin dans la majorité des pays musulmans, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et ce privant ces pays et leur population de l'accès à cette innovation majeure et risquant même de mettre, une fois de plus, le monde musulman en retard de l'histoire, en donnant le risque au monde musulman de louper le coche, de louper le train de l'innovation Bitcoin, de l'arrivée de Bitcoin dans l'histoire. En parallèle de ce travail que je vais faire à l'échelle d'un rapport sur la situation d'un État, je vais continuer à explorer cet angle de la souveraineté, mais cette fois-ci à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'individu unique, en vous proposant d'autres exemples très concrets, d'autres situations où des populations civiles utilisent déjà Bitcoin, et non pas pour spéculer, comme on peut parfois le voir ici dans les pays développés, mais pour vivre, pour protéger leurs valeurs, pour contourner des contraintes, pour retrouver une forme de liberté économique. Et donc, si ce type de réflexion vous intéresse, je vous invite fortement à vous abonner et à partager cette vidéo à ceux qui gagneraient à comprendre ces enjeux. Parce que la question de la souveraineté monétaire, ce n'est pas juste une question théorique, ce n'est pas juste une question technique. C'est une question qui nous concerne tous. Croyez-moi, un jour ou l'autre, même nous ici en France, nous allons être confrontés à cette question de la souveraineté monétaire, et probablement bien plus vite que ce qu'on peut que ce qu'on peut espérer malheureusement. Et donc c'est important de se renseigner, c'est important de se préparer sur ces sujets-là. Donc je vous conseille de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et je vous dis à très bientôt sur ces sujets-là. Inch'Allah. Salam alaikum.